Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, organisé en commun. Alors, ce soir, nous recevons donc Serge Herbert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ce que je propose, tout d'abord, c'est que tout simplement, vous vous présentiez rapidement et peut-être que vous nous expliquiez qu'est-ce que vient faire un médecin qui s'est intéressé, donc il y a déjà peut-être quelques années, donc, aux questions alimentaires. Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Comme il a été rappelé, je suis professeur de nutrition à la faculté de médecine de l'université Paris 13, qu'on appelle maintenant Sorbonne Paris Nord, et j'ai en fait deux valences dans ma carrière, à la fois celle de chercheur, puisque j'ai dirigé pendant près de 20 ans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, une unité mixte avec l'INRAE, le CNAM et l'université. Et puis une valence d'acteur de santé publique, puisque j'ai présidé le programme national nutrition santé, également de 2001 à 2018, que vous connaissez sûrement au travers des au moins 5 fruits et légumes par jour, même si c'est beaucoup plus compliqué que cela, cette politique nationale de santé publique. Et en fait, comment moi, médecin de formation, je me suis retrouvé dans le champ de la nutrition? Tout simplement parce que je viens de l'époque où beaucoup de jeunes médecins comme moi à l'époque, nous étions très intéressés par les problèmes des pays du Sud, donc Médecins sans frontières, le Centre international de l'enfance, etc. Donc j'ai travaillé beaucoup dans les pays du Sud. C'est là que j'ai découvert la nutrition, alors sous une forme qui n'est pas celle qu'on connaît en France et dans les pays industrialisés, mais ça m'a sensibilisé à la fois aux problématiques de nutrition, aux problématiques de prévention pour lesquelles on était très peu formés à l'époque. Et c'est en revenant ensuite en France que la rencontre avec un nutritionniste de santé publique très important, Henri Dupin, m'a convaincu de travailler dans ce champ. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on forme mieux les médecins qu'il y a quelques années à la nutrition? Alors, indéniablement, oui, un peu mieux, c'est-à-dire par rapport à mon époque, il y a une quarantaine d'années, lorsque j'étais étudiant en médecine, on ne parlait quasiment pas de nutrition, on ne parlait d'ailleurs pas de prévention non plus, ni de santé publique, c'est le mot que j'ai quasiment jamais entendu pendant tout mon cursus médical. Aujourd'hui, on parle plus de ces domaines, notamment de la nutrition, mais ça reste encore insuffisant, même si on a intégré un peu plus d'heures de nutrition dans la formation des médecins, que notamment au niveau des enseignements pour la réserve sanitaire, qui flèchent un intérêt pour la nutrition. Il y a des formations un peu plus complètes, mais il manque quand même beaucoup d'heures de formation en nutrition qui permettent aux médecins vraiment de pouvoir participer à la prise en charge des problèmes nutritionnels. Donc on a progressé, mais il reste encore beaucoup de progrès à faire. Alors aujourd'hui, l'alimentation donc est reconnue comme un des principaux déterminants de la santé, mais depuis quand les liens entre alimentation et santé ont été démontrés scientifiquement en France ou au niveau international? Alors, vous savez, on cite toujours la maxime d'Hippocrate que ton alimentation soit ta première médecine, qui montre que déjà, empiriquement, on se doutait qu'il y avait des liens entre l'alimentation et la santé il y a quelques millénaires. Pendant très longtemps, la relation alimentation-santé était connue quand même du monde médical par les conséquences des carences qui ont émaillé l'histoire de notre humanité. Quand on manquait de vitamine C, le tableau clinique du scorbut, ou on manquait de vitamine B1, le beriberi, ou quand on manquait de fer, l'anémie. Mais en fait, c'est dans les années 50, 60 qu'on a commencé à prendre conscience que l'alimentation pouvait jouer un rôle sur la santé. C'est dans les années 70-80 qu'on a eu des travaux scientifiques qui, eux, ont commencé à fournir des preuves épidémiologiques, notamment au travers de suivi de grandes cohortes ou des études comparant la nutrition de différents pays et la santé, et que l'on a commencé à vraiment disposer de faisceaux d'arguments scientifiques qui justifiaient de penser que l'alimentation était un déterminant majeur de la santé. Et à partir des années 80, là, se sont accumulés des travaux à la fois épidémiologiques en population, cliniques et expérimentaux, qui ont vraiment permis d'avancer dans ce domaine. Alors, pour prendre un exemple un peu plus particulier, le cancer. Donc, le Centre international de recherche contre le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, qui est installé donc à Lyon, a publié en 2018 une estimation des cancers évitables avec une hiérarchie des causes. Donc, le tabac et l'alcool arrivent en premier, et l'alimentation pour les hommes, puis où l'obésité et le surpoids pour les femmes arrivent en troisième place.
on comprend, est-ce que les mécanismes en jeu qui expliquent donc ces liens entre l'alimentation ou la mauvaise alimentation, entre guillemets, et les cancers ont été prouvés? Quels sont ces liens qui expliquent l'apparition des cancers? Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites sur ces relations alimentation-cancer, notamment des études sur de très grandes cohortes, des populations qui sont suivies de nombreuses années, pour lesquelles on enregistre l'alimentation lorsqu'ils rentrent dans l'étude, on les surveille pendant des années, voire plusieurs décennies, et l'on regarde si l'alimentation est prédictive du risque d'apparition de cancer. Tous ces travaux ont montré, ces travaux épidémiologiques, alors vraiment nombreux, ce sont des dizaines, voire des centaines d'études qui ont été réalisées, que certains types de comportements alimentaires, le fait de manger par exemple plus de fruits et légumes, réduit le risque de cancer, que manger moins de viande rouge réduit le risque de cancer, ou à l'inverse, on mangeait trop, augmente le risque de cancer, que le fait de manger des produits céréaliers raffinés diminue le risque de cancer. Donc, on a eu beaucoup de faisceaux d'arguments qui permettaient d'identifier alors, des aliments, mais surtout des comportements alimentaires qui pouvaient diminuer ou augmenter le risque de cancer. Et on dispose maintenant d'un certain nombre d'hypothèses mécanistiques pour penser que à l'intérieur de ces aliments, certains types de substances peuvent jouer un rôle pour expliquer pourquoi le fait de manger des fruits et légumes diminue le risque de cancer. On ne sait pas exactement les points précis. On suspecte le fait que la teneur en vitamines antioxydantes, par exemple des fruits et légumes, les polyphénols, l'existence des fibres en quantité importante apportées par les fruits et légumes, diminue, joue un rôle sur la cancérogénèse, donc diminue le risque de cancer. Mais on n'est pas capable d'identifier tous les mécanismes précis, mais on a suffisamment d'arguments pour penser que, compte tenu de l'association qui existe entre fruits et légumes et cancer retrouvés dans des centaines d'études, ça peut se traduire par des recommandations de santé publique. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres groupes alimentaires. Alors, grâce à vos travaux, une grande partie de la population française mesure mieux aujourd'hui donc l'importance d'une bonne alimentation pour la santé. C'est un acquis précieux. À l'origine de cette prise de conscience, il y a donc les plans nationaux nutrition santé, les PNNS. En 2001, quand la France a lancé le premier PNNS, notre pays était à l'époque vraiment pionnier dans ce domaine. Quelle est la petite lumière qui a permis, au début des années 2000, de prioriser les questions de nutrition dans l'action publique en santé? Alors oui, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, la France était un des pays les plus en retard sur le plan de la politique nutritionnelle de santé publique avant 2001. Nous n'avions pas de politique nutritionnelle de santé publique et l'OMS classait la France et le Portugal comme les pays ayant le plus de retard dans ce domaine. En 2001, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu un directeur général de la santé au ministère de la Santé, Joël Ménard, qui venait du monde de l'hypertension, donc déjà assez convaincu sur le rôle du sel comme déterminant du risque d'hypertension, qui s'est réellement intéressé à ces problèmes et qui a eu l'intelligence d'arriver à convaincre son ministre de l'époque, qui était Bernard Kouchner, qu'il fallait que la France se positionne dans ce domaine. La France allait présider dans la présidence tournante de l'Europe, l'Union européenne. Et donc, il a proposé que la France choisisse comme thème pour la santé, à l'occasion de sa présidence, la nutrition. À ce moment-là, il a réuni un panel d'experts et ce que nous lui avons dit, puisque j'ai eu la chance de co-présider le groupe de travail auprès de Joël Ménard, nous lui avons dit, avant de lancer une politique pour l'Europe, du moins que la France veuille lancer une politique pour l'Europe, encore faudrait-il qu'il y ait une politique en France. Et donc, c'est sur la base des travaux scientifiques qui s'accumulaient, sur la base également de la demande sociétale, il y avait de plus en plus d'intérêt des citoyens pour la nutrition, et un catalyseur qui a été Joël Ménard au niveau politique, que d'un coup a été mis en place, après évidemment un travail important, une réflexion notamment du au comité de la santé publique, j'ai présidé avec Anne Tadek, une nantaise, et également un groupe de travail qui a fourni les bases pour proposer un programme national nutrition santé. Et c'est vrai que nous avons basculé d'une situation où il n'y avait rien à une situation dans laquelle on a eu une des politiques de santé publique dans le champ de la nutrition les plus ambitieuses d'Europe.
Donc, premier plan PNNS en 2001, et puis il y en a eu 3 autres depuis, donc on est rendu au 4e PNNS. Vous avez donc dirigé pendant les 3 premiers plans le pilotage donc, de la politique nutritionnelle en France. Donc maintenant, vous avez un recul, vous n'êtes plus dans le pilotage donc, de ces actions. Quel regard vous portez sur l'action publique dans ce domaine, les réussites, les échecs? Si on met de côté la question des lobbying, des entreprises, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je pense qu'on peut tirer un bilan voyant qu'il y a des côtés très positifs. Même le PNNS a fourni un cadre de référence, a fait avancer les choses, a sensibilisé tant, bien sûr, les pouvoirs publics, alors pas seulement le ministère de la Santé, les autres ministères, l'agriculture, la recherche, le ministère de la ville, etc., selon les périmètres à l'époque des gouvernements. Donc, il y a eu une vraie sensibilisation politique, il y a eu une sensibilisation des consommateurs, des usagers, des citoyens, très forte, mais également des autres acteurs, les professionnels du champ de la santé, de l'alimentation, et puis les industriels, les distributeurs. Donc, il y a eu un côté très positif et il y a eu des avancées notoires avec des recommandations qui ont été faites. Donc, tout un tas de choses à l'actif. Il y a même eu des éléments politiques, je sais pas, la suppression des distributeurs automatiques payants à l'intérieur des enceintes scolaires, par exemple, ou la meilleure gestion des aspects nutritionnels dans la restauration collective à l'école. Ce sont des acquis du PNS. Donc, il y a eu des progrès indéniables et un impact non négligeable tout de même sur certains aspects de santé. Par contre, ce qui s'est passé avec le PNS, c'est que le PNS a beaucoup travaillé sur l'aspect de la responsabilité individuelle, informer, éduquer, communiquer. Il y a beaucoup d'autres actions que nous souhaitions mettre en place dans le cadre du PNNS qui ne dépendent pas des individus, mais d'une volonté politique qui, malheureusement, eux, n'ont pas été prises en compte. On peut dire aux gens manger 5 fruits et légumes, s'ils sont inaccessibles sur un plan économique parce que ça coûte cher, ben, il ne suffit pas de savoir, à ce moment-là, on n'est pas efficace. Si l'on recommande tout un tas de choses pour mieux s'alimenter, mais que d'un autre côté, il y a un marketing agressif en face, beaucoup plus puissant, qui pousse à manger des aliments qui n'ont rien à voir avec les recommandations, on n'est pas efficace et on n'a pas réussi à réglementer la publicité. Donc, on a avancé sur certains points, mais il manque encore la volonté politique qui permette de fournir des mesures beaucoup plus contraignantes sur certains domaines qui ne sont pas du champ de l'individu, mais vraiment du champ du politique. Alors, en matière de nutrition, vous l'avez montré, enfin de nombreux travaux scientifiques l'ont montré, les groupes sociaux les plus favorisés prennent plus facilement en compte les messages de prévention que les plus pauvres. À quoi ça aboutit d'une certaine façon? Les campagnes de prévention en faveur de la nutrition, elles ont contribué d'une certaine façon à augmenter les écarts d'espérance de vie entre groupes sociaux. Comment faire pour empêcher que ces campagnes de prévention, finalement, contribuent à augmenter les écarts entre groupes sociaux? Alors, en effet, on peut mettre passif un peu, même si on peut nuancer la réponse à votre question, quand même au passif du PNS, le fait qu'on n'a pas réussi à vaincre les inégalités sociales dans le champ de la nutrition qui sont connues depuis longtemps en termes de comportement alimentaire qui est moins favorable dans les populations les plus défavorisées. Les taux d'obésité, notamment chez l'enfant, sont beaucoup plus élevés. Et là encore, on n'a pas été efficace, même si tout de même on a eu quelques résultats non négligeables. L'écart s'est accru entre les populations les plus favorisées et les plus défavorisées, mais quand même, même dans les populations les plus défavorisées, on a eu quelques améliorations en termes notamment d'incidence de l'obésité. Mais ceci s'explique par le fait que, en effet, si on ne joue que sur l'information et la communication, on touche plus facilement les populations de haut niveau socio-économique qui ont plus de temps, plus de capacité d'intégrer les messages et surtout de les mettre en pratique. Alors que pour les populations défavorisées, même s'ils acquièrent une bonne connaissance des messages, et on sait que le slogan 5 fruits et légumes, 93% de la population est capable de le dire, même les populations les plus défavorisées, mais le mettre en pratique dans la vie quotidienne est beaucoup plus difficile quand on est restreint sur le plan économique. Alors, est-ce qu'on connaît justement les causes pour lesquelles les classes populaires se tournent en termes d'alimentation plus facilement vers des produits saturés en sucre, soda, bonbons ou en matière grasse, ou même les nourritures carnées? Donc, on met en avant la question
économique, mais les classes populaires mangent plus d'alimentation carnée que des groupes moins favorisés, des groupes plus favorisés, pardon. Est-ce qu'on en connaît les raisons? Alors, en effet, c'est multifactoriel. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs psychologiques, culturels qui sont extrêmement forts. On sait que les populations plus défavorisées sont encore plus sensibles aussi à la publicité qui est faite ou à l'image que peuvent avoir certains aliments. Vous savez, la viande, c'est un marqueur social autrefois. D'ailleurs, on disait, avant, on disait gagner son pain, après on disait gagner son beefsteak parce que la viande était un marqueur économique et social très important qui avait une grande forte valeur symbolique. Pendant longtemps, les couches sociales plus favorisées mangeaient plus de viande. Lorsqu'ils ont compris que ce n'était pas favorable à la santé, ils ont diminué. Par contre, l'image est restée encore extrêmement forte dans les populations défavorisées. Donc, donner de la viande à ses enfants était un élément extrêmement important. Donc, il y a des aspects psychologiques, il y a cette sensibilité aussi forte au marketing, et puis, bien sûr, ce volet économique. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui contribuent à expliquer pourquoi les populations défavorisées ont des comportements alimentaires moins favorables à la santé. Bien, merci pour cette première partie. Peut-être que donc, tout à l'heure, les internautes auront donc des questions à vous poser sur la nutrition. Alors, on va parler maintenant du Nutri-Score. C'est pour ça qu'on vous a invité. Donc, comme chacun sait, en France, on n'a pas conçu pour le moment de vaccin contre le Covid. Voilà. Mais on a le Nutri-Score. Alors, tout le monde sait ce que c'est. Donc, je rappelle rapidement. C'est un étiquetage nutritionnel apposé donc, sur un nombre significatif de produits alimentaires dans les supermarchés. Le logo est attribué donc, sur la base d'un score prenant en compte pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits la teneur en nutriments à favoriser, les fibres, les protéines, les fruits et légumes, etc., et les nutriments à limiter. Bien, cet étiquetage est simple à comprendre pour tout le monde avec cette échelle de 5 couleurs du vert foncé à l'orange foncé associé à des lettres allant de A à F. C'est donc comme chez Boulanger, comme pour les appareils électroménagers en quelque sorte. Mais pour rester dans la comparaison avec les appareils électroménagers, le code couleur permet d'apprécier un seul indicateur. Si vous allez, quand vous achetez une machine à laver, on apprécie uniquement la consommation électrique, alors qu'avec le Nutri-Score, on a affaire donc à un indicateur synthétique qui permet d'apprécier autant la teneur en matière grasse qu'en sucre, en protéines. Alors, ça reste très mystérieux finalement. Comment avez-vous pu concevoir un étiquetage qui soit valable aussi bien pour les sodas, le beurre, l'huile, les pâtes ou le pâté et le cassoulet en conserve? Alors, en fait, ce n'est pas nous qui avons conçu l'algorithme qui sous-tend le Nutri-Score. Nous avons récupéré un algorithme que nos collègues britanniques de l'Université d'Oxford ont développé au début des années 2000, pendant de nombreuses années, pour essayer, en effet, de synthétiser sous forme d'un score global l'ensemble des propriétés, l'ensemble des qualités ou des défauts nutritionnels des aliments. Donc, il y a eu un gros travail scientifique qui a été fait pour choisir quels nutriments il fallait prendre, le gras, le sucre, les graisses saturées ou les graisses totales, etc., les vitamines, les minéraux. Donc, eux ont fait un énorme travail pendant des années, on leur rend beaucoup hommage parce que c'est un travail très complexe, qui a abouti à un score, un algorithme en fin de compte, qui permet donc de donner une note aux aliments. Alors, eux l'avaient fait dans l'idée de l'utiliser de façon binaire pour caractériser des aliments qui auraient le droit à la publicité ou qui n'auraient pas le droit à la publicité en Grande-Bretagne. Et nous avons repris leur score et nous l'avons adapté pour l'étiquetage nutritionnel avec 5 catégories, donc cette fois non pas binaire, mais avec un continuum de 5 catégories. Et surtout, ce score, il a été validé par des travaux scientifiques qui montrent que le fait de manger des aliments qui sont bien classés par ce score s'accompagne d'un moindre risque de maladie en termes de cancer, de maladie cardiovasculaire, d'obésité et de diabète. Donc, nous avons repris les travaux scientifiques de nos collègues britanniques pour ensuite l'utiliser pour ce score qui a été développé en France. Donc, évidemment, il y a eu un travail d'adaptation, mais je peux vous assurer que c'est surtout nos collègues britanniques qui ont le mérite d'avoir inventé ce système, non pas le Nutri-Score, mais le système qui permet d'être utilisé pour ensuite classer les aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle. J'imagine que la concurrence était vive puisqu'il y avait d'autres
étiquetages nutritionnels. Et donc, comment vous avez réussi à imposer, si je puis dire, le Nutri-Score? Pourquoi est-ce qu'il a gagné finalement, puisqu'il y a plusieurs pays européens qui ont rejoint cet outil? Alors, ça a été extrêmement difficile, en fait, parce que lorsqu'on a proposé le Nutri-Score, il a été condamné par beaucoup d'opérateurs économiques qui craignaient que cette transparence sur la qualité ou celle des produits nuise à leurs affaires. Ce qui a permis de gagner, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est les travaux scientifiques. On a fait énormément d'études qui montraient que le Nutri-Score était bien compris, bien utilisé, bien perçu, qu'il impactait les panier d'achat des consommateurs, donc il avait une efficacité. Donc il y a eu une quarantaine d'études, en France, mais également en Europe, qui ont permis de soutenir que le Nutri-Score avait une efficacité, que son score reposait sur des bases scientifiques extrêmement solides. À côté de la science, il y a eu aussi la demande sociétale. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu des fortes mobilisations, alors à la fois des associations de consommateurs, mais d'une façon générale des citoyens. Je me rappelle au moment les plus difficiles de l'histoire du Nutri-Score, une pétition, par exemple sur change.org, a recueilli 250 000 signatures, donc permettant, vis-à-vis des politiques, de montrer que ça répondait réellement à une demande sociétale. Il y a eu un rôle très important des médias qui ont soutenu les travaux scientifiques, qui les ont diffusés, qui ont également alerté sur le poids des lobbies. Une émission comme Cache Investigation, par exemple, a fait beaucoup de bruit à une époque où ils ont montré dénoncer un certain nombre de pratiques de lobbying contre Nutri-Score. Donc, au total, entre la science, la demande sociétale, les actions des consommateurs et des citoyens, le fait que ça rentre dans le débat public, et bien, ça a permis de convaincre, d'abord en France, le ministère de la Santé, qu'il fallait adopter le Nutri-Score, puis dans d'autres pays. Mais malheureusement, je peux vous assurer qu'il reste encore beaucoup de réticences et que même en Europe, le combat est encore extrêmement difficile. Donc, on a gagné une première bataille, on n'a pas encore gagné la guerre. On va revenir sur l'Europe et sur la diffusion, donc le déploiement du Nutri-Score en Europe, mais voilà, je voudrais rester sur la France. Alors, pour en savoir plus sur le Nutri-Score, je suis allé sur le site de Santé publique France, l'agence sanitaire qui fait les statistiques pour la Covid. Et je suis allé voir, puisque c'est Santé publique France, et auprès de Santé publique France qu'il faut s'adresser si vous voulez enregistrer les produits que vous fabriquez et utiliser le Nutri-Score. Alors, sur ce document, sur le site Internet, c'est écrit, je vais vous lire ce qui est écrit. À la suite d'une demande du ministère des Solidarités et de la Santé, Santé publique France a créé un système d'étiquetage nutritionnel à l'avant des emballages, etc., etc. Est-ce que cette formulation correspond selon vous à la réalité? Vous savez, moi je suis un scientifique. Ce qui m'importe, c'est de fournir les bases qui permettent ensuite que ce soit mis en pratique. Alors Santé publique France, qui rend d'ailleurs hommage quand même à notre équipe comme ayant fourni Oui, les bases quelques scientifiques. lignes suivantes, quelques lignes après, oui. Donc, la création visuelle finale revient à Santé publique France, puisque nous avions un prototype avec des ronds et des couleurs, hein, et ils ont fait la forme finale. Donc, je ne suis pas trop choqué par le fait qu'ils s'attribuent la création. Ce qui importe surtout, c'est que l'outil existe et qu'il soit utilisé, diffusé et qu'il aide vraiment les consommateurs. Alors, on s'entend bien avec Santé publique France et je ne leur en veux pas de peut-être s'attribuer une paternité un peu au-delà de ce que la réalité est, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a eu des travaux scientifiques d'une équipe de recherche qui a permis en effet la mise en place de ce système. Alors, on va rester sur le rôle des différentes agences sanitaires qui donc contribuent à l'élaboration de la politique sanitaire en France. Donc, on a parlé de Santé publique France. On va parler aussi d'une autre agence qui s'appelle donc l'ANSES. C'est l'agence qui s'occupe de l'environnement, qui a une mission très large, donc aussi bien l'environnement que l'alimentation, les produits vétérinaires, le travail, etc. Donc, quand les entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, veulent enregistrer le Nutri-Score, elles s'adressent en fait à deux organismes différents. Elles s'adressent à Santé publique France, comme je vous l'ai dit, mais aussi à l'ANSES, qui est auprès d'un organisme qui s'appelle l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, OQALY. Alors, ma question, c'est pourquoi l'administration du Nutri-Score relève-t-elle de Santé publique France alors qu'on a une agence qui s'appelle l'ANSES,
une agence sanitaire spécialisée qui a en charge la surveillance de toute la chaîne alimentaire. Alors, ce sont des raisons qui dépassent le scientifique, c'est des problèmes de structuration de l'application des politiques publiques. Santé publique France a en charge notamment les messages de santé publique. C'est Santé publique France qui diffuse les messages, les moins 5 fruits et légumes, les aspects sur la viande, etc. Donc, et il y a une répartition. L'ANSES fournit le socle scientifique, Santé publique France met en pratique, en termes de santé publique, les recommandations. Donc, c'est pour ça que le Nutri-Score a été confié. Alors, en sachant que, en effet, quand une entreprise veut adhérer au Nutri-Score, il doit s'enregistrer puisqu'il y a un règlement d'usage. Le problème est qu'il faut qu'il y ait de la réglementation derrière. On ne peut pas laisser les entreprises choisir les produits sur lesquels il mettrait le Nutri-Score. Donc, ils sont obligés de s'enregistrer et de suivre le règlement d'usage. Ils les obligent, par exemple, à mettre Nutri-Score sur l'ensemble de leurs produits. Toute la partie donc gérée par Santé publique France, simplement en effet en termes de l'évolution de la composition des aliments, on demande aux entreprises, et ça se fait en coordination entre Santé publique France et Locali, l'Observatoire de la qualité alimentaire, qu'ils donnent à Locali les données de composition nutritionnelle. Donc il y a une complémentarité des rôles, et c'est Santé publique France qui est en charge de la gestion du Nutri-Score et s'appuie sur Locali pour ce qui concerne l'évolution des compositions nutritionnelles des aliments qui vont être faites après l'adoption du Nutri-Score. Donc, il y a une répartition des rôles. Alors aujourd'hui, le Nutri-Score connaît un grand succès. Donc, on est passé de moins de 50 entreprises qui utilisaient cet étiquetage en 2018 à 500 aujourd'hui, sachant qu'une entreprise, c'est évidemment plusieurs références. Et donc, on peut estimer qu'il y a sans doute 1500, peut-être de l'ordre, si on multiplie par 3, peut-être 1500 références différentes qu'on peut trouver dans les supermarchés. Bien. Mais soyons clairs, il y a les pros et il y a les anti-Nutri-Score, les marchands de soda, de charcuterie, de barres de chocolat, de bonbons ou de pizza sont pas favorables, voire ont lutté farouchement pour que le Nutri-Score soit rendu obligatoire. Mais dans ce domaine, les entreprises n'ont pas toutes la même stratégie. Les grands groupes de distribution ont tous adopté, à ma connaissance, le Nutri-Score pour leur marque de distributeurs. Parmi les entreprises de charcuterie, il y a un mouton noir, donc un franc-tireur, Fleur et Michon, qui lui, c'est une entreprise régionale, c'est pour ça que j'en parle, qui a joué donc la carte du Nutri-Score. Comment expliquer cette différence de stratégie? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, lorsqu'on a proposé en 2014 le Nutri-Score, il y avait 0 entreprise, ni distributeur, ni entreprise, ni industriel qui soutenait le Nutri-Score. Au moment de la signature, quasiment 4 ans plus tard, de l'arrêté interministériel qui adoptait le Nutri-Score, il n'était que 6, 3 industriels et 3 distributeurs. Et vous avez raison, aujourd'hui, il y a une dynamique avec plus de 500 entreprises. Alors, dedans, il y a eu des stratégies qui ont évolué. Par exemple, certains groupes qui étaient opposés à Nutri-Score au départ ont fini par l'adopter parce qu'ils ont considéré que la demande des consommateurs était tellement forte qu'ils ne pouvaient plus s'y opposer. C'est le cas de Nestlé qui a combattu vigoureusement le Nutri-Score de façon extrêmement violente pendant des années et qui a fini par plier à cause de la demande sociétale. Certains groupes, alors vous parlez de Fleury Michon, alors c'est pour moi moins un mouton noir, c'est plutôt un mouton blanc parce que c'est un des rares dans le domaine de la charcuterie qui a adhéré au Nutri-Score, parce que là, il y a aussi une histoire un peu particulière. Déjà, dans le PNNS, Fleury Michon a fait partie des sociétés qui ont adhéré aux chartes d'engagement PNNS, qui ont travaillé sur l'amélioration de leurs produits. Donc, il y a une sorte de culture sur l'aspect nutritionnel très, très avancé dans cette entreprise par rapport à d'autres entreprises de la charcuterie. Donc, aujourd'hui, oui, il y a des entreprises qui soit avaient une culture nutritionnelle plus avancée, soit qui ont cédé à la pression des consommateurs, tant mieux. Et puis, il y a encore ceux qui résistent, vous avez raison, des grands groupes, Ferrero, Mondelez, Mars ou Coca-Cola, par exemple, ou Lactalis, continuent à ne pas vouloir jouer ce jeu de la transparence. Donc, on espère que les pressions des consommateurs, et puis qu'à terme, le Nutri-Score devienne obligatoire pour les obliger à afficher la réalité de la qualité nutritionnelle de leurs produits.
Quelle surprise, en effet, quand on a appris, je crois que c'était l'année dernière, ou peut-être en 2019, que Nestlé faisait le pari du Nutri-Score. Je suppose que pour vous, ça devait être quand même une belle revanche. Alors oui, je peux vous assurer que nous aussi, on a été incroyablement surpris quand on voit les millions d'euros qui ont été dépensés par Nestlé et d'autres groupes regroupés pour essayer de créer une alternative à Nutri-Score. Vraiment, donc une pression extrêmement forte au niveau des ministères, etc. Donc, on a été agréablement surpris et ça montre tout de même que quand les citoyens se mobilisent, quand la demande sociétale est forte, quand également les choses rentrent dans le débat public, on arrive à faire plier certaines grandes multinationales. Ce n'est pas vrai pour toutes, on ne les a pas encore toutes fait plier, mais déjà un certain nombre ont fini par céder grâce, entre autres, à la fois à la science et à la demande des citoyens. Alors, Coca-Cola, évidemment, ça va être plus dur. Alors, santé, pour mesurer donc la notoriété du Nutri-Score, qui est une bataille dans la bataille, puisque évidemment c'est un élément fort pour promouvoir cet étiquetage. Vous avez fait donc Santé publique France a fait une étude dont les résultats sont parus sur Internet. Est-ce qu'on peut déjà donc tirer des enseignements des comportements des consommateurs qui ont recours au Nutri-Score? Alors oui, d'abord, on voit dans ces études, puisque en effet, grâce à une sorte de baromètre, chaque année, Santé publique France interroge environ 2000 Français de la même façon pour voir un peu à la fois la notoriété du Nutri-Score. Aujourd'hui, plus de 90% des Français connaissent et plébiscitent le Nutri-Score et d'ailleurs demandent qu'il soit obligatoire. Et aujourd'hui, quasiment un Français sur deux dit avoir au moins une fois changé ses habitudes alimentaires d'achat grâce au Nutri-Score. On s'en réjouit parce que Nutri-Score n'est pas encore sur tous les produits, même des firmes qui l'ont adopté, parce qu'il y a du temps, il faut refaire les étiquettes, écouler les stocks. Donc, il n'est pas encore présent sur tous les produits, même des entreprises qui l'ont adopté. Et malgré cela, on voit qu'il commence déjà à impacter. Donc, ça nous donne l'espoir que vraiment Nutri-Score puisse aider à améliorer la situation nutritionnelle des consommateurs. Alors, par des formations professionnelles, je vous avoue que quand j'ai lu ce score, donc 93% de taux de notoriété pour un étiquetage, j'ai été sceptique. Donc, je suis allé jusqu'au bout de mes interrogations. Donc, j'ai lu la publication de Santé publique France et je me suis intéressé à la manière dont a été conçue, en fait, l'enquête. Et j'ai découvert que c'est écrit dans le texte que cette enquête, en fait, elle est basée sur un panel d'internautes. C'est ce qu'on appelle les access panels, c'est des sociétés qui sont sur Internet, qui vendent des groupes d'internautes, d'adresses Internet, et qui ensuite, on peut constituer un échantillon à partir de, de ce groupe d'internautes. Et donc, j'ai contacté Santé publique France, j'aurais posé la question, mais est-ce que vous n'êtes pas surpris quand même de ce score? C'est bien, Nutri-Score, mais enfin, j'ai interrogé pas mal de personnes autour de moi. Je n'ai pas l'impression que 95% des habitants de Seine-Saint-Denis ou de la Creuse utilisent le Nutri-Score. Et donc, ils m'ont répondu rapidement, donc hier matin, et effectivement, eux aussi se posent des questions. Et il y a peut-être dans cette enquête un biais en amont, c'est-à-dire puisque l'échantillon mis à disposition, c'est-à-dire la base de sondage qui sert à construire cet échantillon, souffre peut-être de biais tout simplement de recrutement, puisqu'il s'agit d'internautes, donc de personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'Internet et qui en plus ont été volontaires pour s'inscrire sur ce type de plateforme. Donc voilà mes interrogations. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je crois que d'ailleurs qu'il ne faut pas attacher trop d'importance au chiffre lui-même. Ce qui est important, c'est d'abord l'évolution dans le temps, parce que ce biais, il est commun à toutes les études qui sont faites chaque année, c'est-à-dire c'est le même d'une année sur l'autre. Ce qui veut dire qu'au total, là, ce qui est intéressant, c'est la tendance. Maintenant, le chiffre lui-même doit être relativisé, puisque, ce que vous avez rappelé, c'est une population particulière, sûrement peut-être plus consciente, plus éduquée, ayant des moyens socio-économiques, mais même s'il est beaucoup plus faible, même s'il est un peu plus faible, même s'il n'est pas de 90, 93, mais qu'il est de 80%, de 70%, c'est déjà énorme. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que on voit ce qui augmente considérablement, c'est
Parce que là, ce n'est pas des gens qui l'utilisent, c'est des gens qui le connaissent. En plus, ils le connaissent soit spontanément, soit on leur montre le Nutri-Score, et à ce moment-là, ils le reconnaissent. On connaît les limites des études qui sont faites. Et ce qui est intéressant, c'est combien de gens disent avoir modifié leur comportement alimentaire en ayant changé l'achat d'au moins un aliment. C'est qu'il y a quelques années, ils étaient 13%, en 2018, aujourd'hui, ils sont près de 50%, 47%. Vous voyez que même avec le même biais de sélection, on voit que le Nutri-Score commence à impacter plus les comportements des consommateurs. Donc, plus que les chiffres, c'est les tendances qui sont peut-être intéressantes. Tout à fait. Bien sûr, c'est des tendances qui nous apprennent effectivement la manière dont les comportements des personnes évoluent. Et on en saura plus du coup sur le taux de notoriété grâce au baromètre santé qui, lui, n'a pas du tout la même méthode d'échantillonnage qui devrait nous donner une proportion dans la population générale. Alors, le Nutri-Score fait beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire. Il y a bien sûr, et les attentes de la population concernent pas seulement la qualité nutritionnelle. Alors, la qualité nutritionnelle, on a le Nutri-Score, mais aussi il y a l'étiquetage environnemental. S'agit-il d'un produit biologique? Quel est son impact environnemental? Quelle est sa qualité gustative? Un étiquetage environnemental est d'ailleurs annoncé. Dans ces conditions, les emballages des produits alimentaires vont devenir illisibles. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Alors, en effet, c'est une vraie question de fond, une question de société. Vous l'avez dit, il y a plein de dimensions dans les aliments, des dimensions santé, des dimensions environnementales, sociales, le bien-être animal. Donc, il y a énormément d'aspects. Donc, en effet, il va falloir choisir qu'est-ce que l'on considère comme devant figurer sur la face avant des emballages des aliments. Donc, si on considère que la santé est une priorité, donc il y a une légitimité à ce qu'il y ait un logo nutritionnel, qu'il y ait un logo sur l'agriculture biologique, enfin sur le fait qu'un produit soit issu de l'agriculture biologique, à faible entrant paraît assez cohérent, et qu'il y a un logo qui renseigne sur l'impact environnemental. Il y en a un qui est en expérimentation, l'EcoScore actuellement. Les 3 logos, ça reste à peu près acceptable. Maintenant, il peut y avoir soit sur les faces arrière des emballages des aliments, soit sur des applications, d'autres dimensions qui peuvent être aussi intéressantes pour le consommateur, mais peut-être hiérarchiquement justifié en termes de santé publique de ne pas être mis sur devant des emballages, mais que celui qui a envie d'en savoir plus sur l'impact, notamment, je reviens au bien-être animal, par exemple, c'est une dimension importante, puisse le trouver sur un complément d'information. Mais l'idée, c'est de privilégier le logo nutritionnel parce que c'est celui pour lequel l'impact sur les choix alimentaires a directement la possibilité de retentir sur le risque de maladie et la prévention des maladies. Alors, on va revenir tout à l'heure au Nutri-Score, mais cette fois-ci au niveau européen, avant de donner la parole aux internautes. Et là, on va s'attaquer à une partie plus politique, c'est tous ceux et celles qui se battent contre la politique nutritionnelle ou contre le Nutri-Score. En gros, ça s'appelle le lobbying. Bien. Donc, en matière de Nutri-Score, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus facile d'agir sur l'offre alimentaire, sur les produits qu'on met à disposition de la population, en incitant donc les entreprises à faire évoluer la teneur en sel, en matière grasse, en sucre, etc., de manière à améliorer l'offre alimentaire, que d'agir sur les comportements humains qui sont évidemment sur lesquels il est beaucoup plus difficile d'agir. Mais depuis 20 ans, vous avez dans votre pratique, Serge Herbeck, vous avez mesuré toutes les oppositions à cette politique. Alors, cette opposition, on peut la chiffrer, puisqu'il y a en France 460 000 personnes qui travaillent donc en équivalent temps plein, qui travaillent dans les entreprises, dans les industries agroalimentaires. C'est le premier secteur industriel en France. Et autre particularité, ces entreprises sont réparties sur tout le territoire, alors des grands groupes évidemment, on connaît Coca-Cola, Mars ou autres, mais aussi plein de petites et moyennes entreprises, et avec une plus forte densité dans les régions de l'ouest de la France à cause donc de la production laitière et agricole, j'imagine. Alors en amont, on a aussi le monde agricole, 400
400 000 agriculteurs et salariés agricoles actuellement. Alors, deux chiffres intéressants, puisqu'aujourd'hui, on emploie plus de monde en France pour transformer les aliments que pour les produire. Alors, l'agriculture aujourd'hui, c'est moins de 2% de l'emploi, contre peut-être 30 ou 40% au lendemain de la guerre. Mais évidemment, le monde agricole garde une force symbolique très forte. Et d'ailleurs, la France, d'autant plus que la France est donc la première agriculture européenne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le monde agricole a son propre système de protection sociale. Il est le seul. Les travailleurs indépendants, maintenant, sont dans le régime général de la sécurité sociale. Ce n'est pas le cas des agriculteurs qui ont donc la mutualité sociale agricole. Donc, alors vous avez démontré, enfin de nombreux travaux scientifiques ont montré qu'une consommation excessive de viande était un facteur favorisant l'apparition de cancer, ce qui n'incite pas évidemment les producteurs de viande à rejoindre votre combat. La dernière bataille à propos des repas végétariens dans les cantines lyonnaises illustre l'ampleur de la tâche. Donc, l'ensemble de ces acteurs, les entreprises agroalimentaires, le monde agricole, ont leurs intérêts propres qui ne coïncident pas forcément avec les orientations des différents plans nutrition. Le ministère, alors, puisqu'on a parlé du monde agricole, on a parlé des entreprises agroalimentaires, et puis il y a un troisième partenaire qui est le ministère de l'Agriculture, qui a donc développé son propre plan national alimentation pour créer encore plus de confusion autour des objectifs de la politique nutritionnelle. Vous avez donc en face de vous des entreprises, des lobbyistes, une partie du monde agricole et un ministère de l'Agriculture qui n'a pas forcément envie de favoriser le déploiement du PNNS ou du Nutri-Score. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le portrait que je viens de tracer est excessif? Non, il est très réaliste. Hein. Il est très réaliste. L'expérience que j'ai vécue au cours de ces dernières années, ces dernières décennies, est tout à fait exactement ce que vous décrivez. Quand Nutri-Score est né, donc Nutri-Score est né en 2014, en janvier 2014, dans le cadre d'un rapport que le ministre de la Santé de l'époque m'avait demandé, en Paris-sur-le-Touraine. Et dans les oppositions auxquelles on s'est heurté à toutes celles que vous avez dites, c'est-à-dire les entreprises, parfois aussi les syndicats agricoles, le ministère de l'Agriculture, qui est à la fois plus proche que le ministère de la Santé, des fabricants, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs. Donc, pendant très longtemps, le ministère de l'Agriculture, comme avec le PNNS, avec le Nutri-Score, on a dû faire face à une opposition extrêmement difficile. Et c'est ce qui a expliqué pourquoi, entre le moment où le ministère de la Santé a repris l'idée de mettre en place le Nutri-Score et son adoption définitive, c'était quasiment 4 ans de bataille dans lequel il a fallu, à la fin, un arbitrage qui donne raison au ministère de la Santé et qui fasse plier aussi le ministère de l'Agriculture, qui d'ailleurs a accepté, à partir de ce moment-là, de signer le décret d'application du Nutri-Score avec le ministère de l'Économie. Donc, il y avait 3 ministères, mais pendant très longtemps, un ministre de l'Agriculture très proche de votre région s'est fortement opposé au Nutri-Score et aussi bien par des pressions sur les autres ministères, notamment le ministère de la Santé, qu'au niveau du Parlement, qu'au niveau de beaucoup d'autres structures, a tenté de bloquer pendant des années Nutri-Score. Alors, ce qui est quand même heureux dans ce schéma, c'est une des rares fois où j'ai vu gagner la bataille de santé publique, 40 ans de carrière, il y a eu peu de situations comme cela, c'est que le ministère de l'Agriculture, à un moment que c'est devenu porté par le gouvernement dans le cadre d'un décret, a fini par adopter lui-même culturellement le Nutri-Score. Mais il s'y opposait très fortement, comme il s'est opposé à beaucoup de mesures du PNS pendant de nombreuses années. Et tout simplement par sa proximité avec les intérêts économiques. C'est aussi son rôle, on ne peut pas lui en vouloir totalement, puisqu'il défend les intérêts économiques des fabricants, des producteurs, etc. Alors, pour poursuivre sur cette question des opposants au Nutri-Score, venons-en donc aux lobbyistes.
Alors, les lobbyistes, on en a une image un petit peu, je dirais, cinématographique dans les films américains sur le Big Pharma, les citoyens qui arrivent à s'opposer à l'action, évidemment, de ces grands groupes pharmaceutiques. Alors, concrètement, c'est quoi les lobbyistes? Alors, sachant, je suis allé sur Internet, j'ai continué de préparer cette émission et j'ai découvert qu'il y avait une haute autorité pour la transparence de la vie publique dans lequel on répertoriait les représentants d'intérêt, ça s'appelle. Donc, lobbyiste, ça s'appelle les représentants d'intérêt. Et on en compte à peu près 2000 en France qui interviennent surtout en agriculture, en fiscalité, dans le système de santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire plus qu'est-ce que c'est et comment ils agissent? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des lobbyistes qui sont répertoriés sont du champ de la pharmacie. C'est-à-dire que l'agroalimentaire est malheureusement en quelque sorte protégé de ces déclarations obligatoires. C'est-à-dire que l'agroalimentaire ne déclare pas, par exemple, quand il donne des financements à des structures publiques ou à des médecins ou à des chercheurs, ils n'ont pas à le faire comme le fait l'industrie pharmaceutique. Donc la haute autorité sur la transparence ne couvre pas le champ de l'agroalimentaire. Mais ça n'empêche que malheureusement, ces lobbyistes sont extrêmement actifs. Donc, ce sont soit des officines, des sortes de faux-nez des industriels, des centres d'information, des centres d'études, ou ce sont parfois des chercheurs. Heureusement, ils sont rares, mais de temps en temps, financés par des entreprises qui vont porter des messages qui vont dans le sens de l'intérêt des entreprises. Et puis, c'est tout un tas de structures qui vont agir directement au niveau des politiques, par exemple au niveau des parlementaires. Je vais juste prendre l'exemple dans le cadre du Nutri-Score. Au moment où a été votée en 2016 la loi de modernisation du système de santé, dans lequel il y avait un article concernant la mise en place du logo nutritionnel, les lobbies, donc ce sont ces groupes portés par les industriels, ont été rencontrer des députés pour leur fournir d'ailleurs clé en main des propositions d'amendements dans lesquelles ils n'avaient plus qu'à mettre leur nom pour ensuite tenter donc de bloquer la loi. Donc, ce sont des officines, des structures, des personnes qui vont agir au niveau des décideurs politiques, le plus souvent, parfois scientifiques, pour essayer eh bien, de jeter le doute sur une mesure, d'essayer de la retarder sa mise en place, voire de bloquer le système et surtout toujours gagner du temps. Et pour cela, on le voit grâce à ces aspects de pression politique, il y a une possibilité de transformer une échelle de temps qui aurait dû être extrêmement rapide. Par exemple, pour le Nutri-Score, c'était la volonté de la ministre de le mettre en place. En quelques mois, il aurait dû être mis en place en un travail qui a duré plusieurs années. On va prendre un autre exemple pour illustrer vos propos. En février 2019, le Parlement a adopté à l'unanimité une proposition de loi contre la malbouffe. Au départ, il s'agissait d'un texte proposé par les députés de la France insoumise qui a ensuite été remanié. Donc le texte, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est le texte numéro 236, visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires. Et donc ce texte prévoyait publicité concernant des produits alimentaires pour les enfants, le Nutri-Score, sous peine de payer une redevance qui serait reversée à un fonds de prévention. Alors, cette proposition de loi a finalement été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 21 février 2019, il y a exactement 2 ans, et elle est depuis sur le bureau du Sénat. Quels commentaires pouvez-vous faire à propos du rôle du Parlement dans ce domaine et qu'est-ce qui empêche finalement le gouvernement français d'imposer le Nutri-Score sur tous les produits alimentaires puisqu'on dit que c'est la faute à l'Europe? Alors, vous mettez le doigt sur un aspect très important qu'on pourrait d'ailleurs extrapoler au projet de loi aux propositions de loi sur la régulation de la publicité ou la taxation des aliments. C'est que il faut différencier deux choses. Soit c'est un projet de loi gouvernemental. À ce moment-là, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, sont obligés de statuer. Soit c'est une proposition de loi venant d'un groupe parlementaire. En l'occurrence, cette fois, vous faites référence à une niche parlementaire dont disposait la France insoumise, qui avait fait une proposition qui a été discutée, qui a été portée d'ailleurs par un député qui avait déjà essayé de la faire passer
qui s'appelait à l'époque Olivier Véran, qui est ministre, et qui a donc réussi à faire voter, avec le soutien de la France insoumise, ou à l'inverse, la France insoumise avec le soutien d'Olivier Véran et d'un certain nombre de députés, ce projet de réglementer, enfin, d'intégrer donc le Nutri-Score dans la publicité. Ce qui s'est passé, c'est que les lobbies n'avaient pas vu venir ce concours de circonstances, cette espèce de moment, cette conjoncture qui a permis qu'en effet tous les députés présents dans l'hémicycle, sauf une, ont voté pour cet amendement qui avait déjà été refusé préalablement. Il avait été porté un an plus tôt par Olivier Véran et il avait été rejeté. Mais il a été adopté, ce projet, contre l'avis du gouvernement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les lobbies se sont mobilisés et en effet, ont réussi à ce que ce projet de loi ne soit pas examiné au niveau du Sénat. Donc, il est resté dans cette espèce d'antichambre, dans ce no man's land entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'il faut que le Sénat se mobilise lui-même. Or, ce n'est pas exactement les mêmes majorités au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, grâce sûrement aux actions de lobby, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénat n'a jamais examiné la proposition de loi qui, donc, non pas refusée, mais elle n'est pas discutée, donc elle est dans un espèce de cercueil ou dans une corbeille ou dans un placard, plus exactement, entre les deux chambres. Olivier Véran, c'est un nom qui me dit quelque chose. J'imagine. Alors, pour finir et donner la parole aux personnes qui sont avec nous ce soir, on va parler des bonnes nouvelles et on va parler de l'Europe, voilà. Et puis, puisque maintenant, le Nutri-Score n'est plus une affaire franco-française, mais elle est devenue une affaire européenne. Et donc, aujourd'hui, il y a combien de pays qui ont décidé de s'appuyer sur le Nutri-Score et finalement de le mettre, de l'imposer aux entreprises ou de le proposer dans les entreprises? Alors, oui, en effet, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en effet 7 pays aujourd'hui qui ont adopté le Nutri-Score. Donc, en dehors de la France, il y a la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne et les Pays-Bas. D'autres pays sont en discussion. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est le même Nutri-Score. D'ailleurs, une coordination vient d'être mise en place au mois de janvier transnationale avec ces 7 pays, de manière qu'il y ait une gouvernance commune. Vous voyez, ça sera plus Santé publique France au niveau global, mais une structure européenne qui va coordonner la gouvernance du Nutri-Score, un comité scientifique commun. Mais là encore, au niveau européen, s'il y a déjà un certain nombre de pays qui ont choisi le Nutri-Score, il y a une discussion, puisque ce que l'on n'a pas évoqué, mais qui est important, c'est que le Nutri-Score n'est pas obligatoire dans aucun pays. C'est-à-dire que même si on l'adopte, ce qui est le cas en France, il ne peut pas être imposé à l'ensemble des industriels et distributeurs, car une loi, une réglementation européenne empêche les États de mettre un logo, sur quel qu'il soit, sur la face avant des emballages des aliments. Donc l'Europe doit changer cette réglementation, il doit choisir un logo obligatoire pour l'Europe en 2022. Et là encore, les lobbies se pressent cette fois dans les antichambres de Bruxelles pour essayer de bloquer les choses. Et certains pays, comme l'Italie par exemple, qui très souvent dans les aspects de santé publique s'opposent à tout ce qui peut aller à l'encontre de leurs produits, au parmesan, au jambon sans Daniel ou autre, bloque un petit peu le système. Donc, on a une bonne nouvelle, l'extension du Nutri-Score dans un certain nombre de pays, mais la bataille est encore complexe pour que les lobbies évitent d'empêcher que le Nutri-Score soit retenu comme le modèle unique pour l'ensemble de l'Europe en 2022. Et combien de pays en Europe, en dehors de la France, utilisent déjà le Nutri-Score? 6 autres pays l'utilisent. Combien? 6. Ah oui, c'est la liste que vous nous avez donnée tout à l'heure. Et il y a d'autres pays qui n'ont pas encore adopté le Nutri-Score, mais dans lesquels des produits, notamment fabriqués en France, en Allemagne, en Belgique, circulent. En Slovénie, en Autriche, au Portugal, vous trouvez des produits qui portent le Nutri-Score. Donc, tous ces pays vont avoir à se déterminer. Et on espère que là encore, la bataille contre les lobbies sera favorable à la santé publique. Alors pour l'Italie, vous êtes dur quand même parce qu'en face de vous, vous avez Nutella, les huiles d'olive parce que vous préférez plutôt les huiles de colza et de noix, vous avez la charcuterie, les pizzas, le parmigiano. Franchement, là, vous croyez vraiment que vous avez à réussir à convaincre les Italiens d'utiliser le Nutri-Score? Mais tout de même, sinon, regarde, on a réussi à convaincre la France, pays du foie gras, du roquefort, de
beaucoup d'autres produits, du jambon de Bayonne, etc., qui ne sont pas très bien classés non plus sur l'échelle du Nutri-Score. Mais curieusement, autant en France, la bataille a été compliquée, mais la science l'a emporté, autant dans un certain nombre de pays, les argumentaires économiques et politiques, puisqu'il y a une récupération politique. En Italie, les mouvements populistes, par exemple, ont utilisé le Nutri-Score pour dénoncer le poids de l'Europe sur le Made in Italy. Donc, ce que l'on voit, c'est que ce pauvre Nutri-Score qui était là pour aider les consommateurs à orienter leurs choix et faire pression sur l'industriel pour améliorer leurs produits, devient source d'enjeux politiques et donc est au cœur de débats politiques dans de nombreuses instances, dans de nombreux pays. Et en Espagne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bataille politique aussi? Oui, de même nature, hein, certains partis politiques, le Parti populaire, défendant les intérêts des produits locaux, un moyen parfois utilisé comme en Italie pour essayer de mettre en difficulté le gouvernement, eh bien, attaque Nutri-Score en disant que le jambon Serrano, le fromage des Asturies sera mal classé par le Nutri-Score. Alors, on a beau expliquer que c'est pareil pour les fromages français, allemands, espagnols, italiens, ils sont tous au même niveau. Même les fromages italiens sont un petit peu mieux classés que les autres. Parce qu'ils sont secs, c'est des fromages secs. Oui. Oui, et puis surtout la mozzarella, par exemple, ou la ricotta ont un peu moins de gras, donc ils sont un petit peu mieux classés. Malgré cela, on subit en Espagne, comme en Italie, des attaques qui sont en fin de compte indépendantes des connaissances scientifiques, mais plus la défense d'intérêts économiques ou d'intérêts politiques. Alors, cette coordination qui a tenu ses premières réunions au mois de février, concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'il y a un aspect technique et un aspect plus scientifique, plus un aspect scientifique et un aspect plus politique. Alors, au niveau politique, ça va permettre de coordonner les choses. C'est très bien que les réponses soient données de la même façon dans tous les pays, notamment aux industriels, qui peuvent se poser des questions aux consommateurs. Donc ça va être géré en quelque sorte. Santé publique France, qui est propriétaire de la marque, va donner des sortes de licences pour tous les pays pour qu'ils puissent enregistrer eux-mêmes les entreprises qui souhaitent adhérer au Nutri-Score. Et puis scientifiquement, ce qui était prévu depuis le départ, c'est que le Nutri-Score va évoluer en fonction des progrès des connaissances scientifiques. Donc, il était prévu qu'il y ait un comité scientifique qui permette de mettre à jour tous les 3 ans le Nutri-Score. Ben, cette fois, ça sera au niveau européen. C'est ce qui a été commencé avec des experts des différents pays qui se réunisent pour voir s'il y a des travaux scientifiques qui justifient de changer un certain nombre de choses. Et il y a des points sur lesquels il faut faire évoluer le Nutri-Score. Je prends les boissons édulcorées, par exemple. Au moment où on a créé le Nutri-Score, il n'y avait pas tellement de travaux qui justifiaient de mal classer ces produits. Il n'y avait pas de calories. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux qui mettent en évidence des effets délétères possibles des produits des boissons édulcorées. Donc, le comité scientifique va retravailler sûrement pour repositionner ces boissons. Très bien, merci beaucoup. Je conseille donc à toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de nutrition et au Nutri-Score de suivre votre compte Twitter, qui contient donc de précieuses informations, notamment sur la vie de cette coordination européenne, mais on peut aller aussi sur le site de Santé publique France, puisque la vie de cette coordination européenne est également évoquée. Seul problème, il faut parler français, bon ça va, anglais, oui, ça peut aller, néerlandais, allemand, espagnol, italien, donc voilà, si vous avez un bon petit dictionnaire, ça ira, puisque évidemment la coordination européenne exige de partager l'information venant des langues étrangères. Voilà. Merci beaucoup. On va donner la parole aux internautes, mais peut-être que Gabriel et Philippe vont poser quelques questions. J'ai déjà quelques questions. On va commencer par Philippe Audic et puis ensuite Michel Gélard. Oui, on aurait pu passer la parole à la salle directement. Alors moi, j'ai une question peut-être avec différents aspects. Si je comprends bien, on peut avoir un très bon Nutri-Score et être très mauvais du point de vue biologique, par exemple. Moi, j'ai une famille, mon épouse, elle est très fan du Nutri-Score, donc elle est très fière quand elle rentre et qu'elle met le produit sur la table. Il y a un très bon Nutri-Score. Et j'ai des enfants qui seraient plutôt sensibles au bio et qui disent oui, mais il y a plein de cochonneries quand même dedans. Donc, ça pose la question de ces différents angles qui permettent d'évaluer la qualité d'un produit.
Donc, est-ce qu'on va trouver une solution pour rapprocher ces approches-là? Est-ce que ça peut passer par les applications qu'on met sur son téléphone portable et qui, au travers d'une lecture d'un code barre, lui aussi, ou l'application aussi, donne une note? Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces applications? Alors, oui, votre question est très pertinente. C'est-à-dire que Nutri-Score renseigne sur la qualité nutritionnelle. Il ne renseigne pas sur d'autres dimensions, on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas du champ de la santé, puis même sur certaines dimensions qui sont du champ de la santé. Ça ne renseigne pas sur le degré d'ultra-transformation des aliments, s'ils sont bio ou non. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire. On aurait bien aimé mélanger tout cela dans un indicateur unique et pouvoir dire voilà la qualité santé de l'aliment. Mais ça n'est scientifiquement pas possible. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas fait, aucun comité d'experts ne l'a fait, nous-mêmes, nous ne l'avons pas fait, même si on travaille sur le bio, même si on travaille sur les aliments ultra transformés par rapport à la santé. Donc, il faut accepter l'idée qu'il faut donner des informations complémentaires. Donc, il faut qu'il y ait le logo bio et le logo du Nutri-Score. Maintenant, par rapport à la hiérarchie entre les deux, on recommande de consommer des produits bio pour les aliments d'origine végétale. Si un produit est très gras, sucré et salé, s'il est bio, il reste très gras, sucré et salé. Le mode de production ne vaccine pas le produit contre les qualités nutritionnelles défavorables. Donc, ce que l'on dit, c'est utiliser le Nutri-Score pour choisir vos aliments avec ceux qui sont plus favorables. Même si un produit D ou E, vous pouvez le manger en petite quantité ou moins fréquemment. Et puis, pour les aliments d'origine végétale, privilégier plutôt les aliments bio. Donc, il y a une cohérence, si vous voulez, dans le discours, il y a une complémentarité, mais ce sont deux dimensions différentes qu'on ne peut pas agréger, même si certaines applications le font. C'est le cas de Yuka, qui prend le Nutri-Score, qui le mélange avec un petit peu 30% sur l'ultra-transformation, 10% sur le bio. Bien sûr, c'est joli, c'est facile à utiliser, mais ça n'est pas scientifiquement valide parce que ça mélange des choux et des carottes et que ça lisse en quelque sorte les choses, puisque un produit qui n'est pas de bonne qualité nutritionnelle, s'il est bio, va bénéficier du label bio. À l'inverse, ce sera fait. Donc, non, il faut accepter qu'il y ait des dimensions différentes avec des logos différents. Et dans les applications, en Yuka, on ne soutient pas parce qu'en effet, il mélange des notes qui n'ont pas de base scientifique en termes même de pondération. Pourquoi dire 60% pour l'aliment, pour la nutrition, 30% pour les additifs, 10% pour le bio? Non, c'est pas possible à faire. Mais on recommande plutôt d'utiliser une application qui est soutenue par Santé publique France, qui s'appelle Open Food Facts. C'est pareil, vous scannez votre aliment, vous allez avoir le Nutri-Score qui s'affiche, ce n'est pas le cas dans le cas. Vous allez savoir s'il est bio, et vous allez avoir même la classification NOVA pour savoir s'il est ultra transformé avec la liste des additifs. Donc, il faudra accepter de faire l'effort d'arbitrer entre ces différentes dimensions. Mais le Nutri-Score est considéré comme celui qui a la robustesse en termes scientifiques la plus forte. Michel Gélard, s'il veut bien poser sa question, éventuellement allumer sa vidéo. Oui, je peux allumer la vidéo aussi, oui. On voit ma question a été un peu déflorée par Philippe, là en l'occurrence, parce qu'elle portait sur les applications de fait, Open Food Facts ou Yuka. Et maintenant, il y a aussi un certain nombre de marques distributeurs qui ont créé leur propre application. Et donc, la question, c'était de savoir ce que vous en pensez. Vous avez en partie répondu. Et notamment si, d'une certaine manière, elles jettent le trouble chez les consommateurs. Beaucoup utilisent ces applications, c'est pratique, on scanne le code barre. Et est-ce que c'est un effet parasite, au fond, par rapport à la lecture du Nutri-Score? Comment vous voyez ça, en fait? Ou est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça renforce, au contraire, finalement? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Est-ce qu'on sait, par exemple, si les gens qui utilisent ces applications utilisent aussi Nutri-Score? Ou est-ce que ça s'annule? Enfin, voilà, c'est un peu autour de ça ma question. Alors, on n'a pas d'études, hein, ça serait intéressant à faire, mais on n'a pas d'études. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que ces applications ont eu un intérêt, c'est qu'elles ont sensibilisé les consommateurs et les pouvoirs publics et les industriels sur toutes ces dimensions, les additifs, il faut reconnaître l'intérêt. Maintenant, ces applications, elles doivent venir en complément du Nutri-Score. Quand vous faites vos courses, avec scanner les produits, comparer les produits entre eux, c'est quand même compliqué. On sait d'ailleurs que les utilisateurs d'applications ne sont pas les populations les plus défavorisées, celles qu'on veut
toucher le plus facilement. Donc, il faut que le Nutri-Score soit affiché sur la face avant des emballages des aliments, puisque là, dans les millisecondes d'acte d'achat, vous pouvez le voir. Les applications doivent venir en complément et sur d'autres dimensions, par exemple le bien-être animal, l'aspect environnemental, l'empreinte carbone ou d'autres choses. À ce moment-là, ces informations pourraient être fournies par ces applications. Et ça vient parasiter quand un distributeur utilise des bornes plutôt qu'utiliser de mettre le Nutri-Score sur ses produits, parce que ça vient parasiter en fin de compte la démarche la plus simple que l'on souhaite, et de fournir vraiment les moyens aux consommateurs de juger d'un simple coup d'œil, sans avoir à sortir son téléphone à scanner, la qualité nutritionnelle des produits. Donc elles ont leur utilité, elles peuvent être encore plus utiles si elles viennent en complément, elles ne doivent pas se substituer à un affichage sur les emballages des aliments. Évidemment, juste un petit point complémentaire de réflexion. Il est probable, je n'ai pas évidemment fait le calcul et je n'ai pas l'information, qu'il y ait beaucoup plus de produits répertoriés dans les applications qu'il n'y en a actuellement avec le Nutri-Score. Donc évidemment, c'est à l'avantage des applications d'une certaine manière. Voilà, pour le moment. C'est un intérêt des applications. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Quand il n'y a pas le Nutri-Score, l'application est capable de vous le donner, de le calculer de façon simple. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est un avantage qu'on n'a que 50% à peu près du volume des ventes qui est couvert par les entreprises qui ont adhéré au Nutri-Score. Donc c'est vrai qu'il y a un avantage possible. Alors, j'ai une question dans le chat sur l'algorithme du Nutri-Score. Comment évolue-t-il et prend-il en compte l'ultra-transformation des produits, comme peut le faire la classification Nova? Alors, là encore, notre équipe de recherche travaille beaucoup. On a publié beaucoup d'études sur l'ultra-transformation et le risque de cancer, donc nous sommes très sensibilisés. On ne peut pas mettre, malheureusement, dans le score, dans le Nutri-Score, comme d'ailleurs dans aucun logo nutritionnel, l'ultra-transformation. C'est une dimension différente. La classification Nova, elle ne chevauche pas exactement le Nutri-Score. Ce sont deux dimensions complémentaires. Et aujourd'hui, on milite pour le fait qu'il y ait donc, le Nutri-Score, qu'il y ait peut-être un logo dans le futur. Il reste encore beaucoup de recherches à affiner, et qui mettent un tampon sur les aliments ultra-transformés pour prévenir les sujets, le troisième étant le bio, mais on ne peut malheureusement pas agréger le degré d'ultra-transformation et la qualité nutritionnelle parce que ce sont deux dimensions très, très différentes, complémentaires, qui se chevauchent, mais qui ne sont pas complètement identiques. Donc, on ne peut pas les mélanger ensemble, malheureusement. Et on peut peut-être préciser comment fonctionne cette classification Nova. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière tout ça, c'est une classification que nos collègues brésiliens ont mis en place il y a quelques années qui permettent de connaître le degré de transformation. Il y a 4 classes. La première sont les aliments bruts ou très minimement transformés. Le deuxième groupe, c'est les ingrédients culinaires, le beurre, les produits, le sel, le sucre qui sont utilisés dans la cuisine mais qui ne sont pas consommés directement en tant que tels. La troisième classe, ce sont les aliments transformés. Donc, on a eu un processus de transformation, mais avec une limite dans le degré de transformation et dans la présence d'additifs. Ces 3 classifications, ces 3 groupes n'ont pas d'impact sur la santé dans les études. Par contre, la classe 4 des Nova sont les aliments ultra transformés. C'est les aliments qui n'ont plus rien à voir avec les aliments de base qui les composent, parce qu'il y a eu des phénomènes de processing, de cracking, qui ont transformé la matrice de l'aliment, et qu'en plus, on a rajouté énormément d'additifs à l'intérieur. Donc, ce sont ces aliments ultra transformés dont on veut réduire aujourd'hui la consommation. Et la plupart de ces aliments ultra transformés sont mal classés par le Nutri-Score. Il peut y avoir quelques aliments ultra transformés qui sont bien classés par le Nutri-Score, tout simplement parce que, certes, ils sont ultra transformés, mais ils ont très peu de gras, de sucre, de sel. C'est rare, mais ça existe. 8% des aliments ultra transformés sont classés en A. Ce n'est pas beaucoup, mais vous voyez, c'est important de dire aux consommateurs, oui, cet aliment ultra transformé est bien classé, mais il contient des additifs, donc il vaut mieux plutôt le consommer pas en grande quantité. Mais on n'est pas capable d'intégrer cette notion dans le Nutri-Score. On ne peut pas rajouter des additifs au Nutri-Score. C'est totalement impossible. Et ce n'est pas spécifique au Nutri-Score. Si vous regardez tous les logos nutritionnels
qui existent dans le monde, jamais ils n'intègrent ce degré d'ultra-transformation, la présence des additifs et les phénomènes de cracking de la matrice. Donc, il faut accepter l'idée que ce sont deux dimensions complémentaires. Alors, j'ai une autre question qui est, peut-on imaginer une mesure de l'impact du Nutri-Score sur les indicateurs de santé? Alors, on l'espère à terme. Alors, ce qu'on regarde déjà, c'est l'impact que ça peut avoir sur les achats alimentaires. Ça a été même pré-testé avant que le Nutri-Score soit adopté. Notamment, il y a des études en conditions réelles d'achat qui ont montré que les consommateurs, lorsqu'ils sont exposés au Nutri-Score, améliorent leurs achats alimentaires avec une qualité nutritionnelle plus satisfaisante. Et on a pu modéliser l'impact que ça pouvait avoir en termes de morbidité, de mortalité, puisqu'on sait que les changements de comportement alimentaire impactent le risque de maladie. Donc, ça a été fait expérimentalement avant la mise en place du Nutri-Score. Ce que l'on peut espérer, c'est au cours du temps, pouvoir mesurer l'impact du Nutri-Score grandeur nature sur l'évolution des maladies, en sachant qu'il ne faut pas s'attendre aussi que le Nutri-Score résolve tous les problèmes de nutrition. C'est une mesure parmi d'autres. Elle est limitée. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est simple. Et déjà, le bénéfice qu'on peut espérer en termes d'évolution des achats alimentaires, en termes de qualité des achats alimentaires, on sait, grâce à ces travaux de modélisation qui ont été faits, que ça impacte le risque de mortalité. Pour vous donner juste un exemple, dans les modélisations qui ont été faites à partir des études grandeur nature sur l'impact du Nutri-Score sur les achats alimentaires, on peut espérer une réduction de la mortalité de l'ordre de 3,4%. Ça veut dire 6 à 8 000 morts chaque année en moins par maladie chronique en France. Donc, c'est tout de même non négligeable avec une mesure extrêmement simple. Alors, j'ai une autre question, mais vous y avez déjà plus ou moins répondu. C'était comment Nutri-Score évalue les produits dans le contexte de l'hyper-transformation des produits, mais aussi en tenant compte du turnover très important des produits. Alors ça, le turnover, il est indépendant de nous, mais ce qu'on espère, si vous voulez, dans le turnover des produits, c'est que, le Nutri-Score pousse les industriels à mettre des produits de meilleure qualité nutritionnelle, tout simplement pour être mieux classés que leurs concurrents, et surtout qu'ils reformulent leurs produits. Et ce qu'on voit depuis que le Nutri-Score a été mis en place, que ce soit chez Fleury Michon, par exemple, qui a montré comment il améliorait la qualité nutritionnelle de ses produits en reformulant ses produits. On a Intermarché qui a toiletté 900 de ces aliments en améliorant un peu de gras, un peu de sucre et de sel, et d'ailleurs en profitant pour retirer des additifs, vous voyez qu'il y a un effet secondaire. Donc on peut espérer que dans le renouvellement des produits, on tende vers des produits qui soient améliorés sur le plan de la qualité nutritionnelle, qui traduira avec un meilleur Nutri-Score, c'est l'intérêt de l'industriel, et puis que les innovations qui soient faites portent plutôt sur des produits qui visent à être bien classés par le Nutri-Score, c'est-à-dire de meilleure qualité nutritionnelle. J'ai une autre question, mais là encore, vous y avez plus ou moins répondu sur le lien entre Nutri-Score et l'application Populaire Yuka, donc vous êtes déjà un peu exprimé là-dessus. Application Populaire Yuka qui est très très populaire, enfin qui est, je ne sais pas le nombre, le million de téléchargements, mais c'est assez impressionnant quand même. Donc ça veut dire que ça rencontre un succès quand même. Ça montre qu'il y a une demande sociétale pour vraiment avoir des informations pour mieux choisir ses aliments dans la jungle de tous les produits qu'on a en face, quand on est face à des rayons de supermarché. Donc oui, c'est vraiment impressionnant, mais ça montre qu'il y a une vraie demande. Alors j'ai une autre question, mais cette fois-ci beaucoup plus générale sur la diététique, enfin, la nutrition, et sur son enseignement à l'école, de la maternelle jusqu'à la terminale, me précise-t-on, ce qui est encore un vaste programme. Alors oui, c'est une question un peu pertinente. C'est extrêmement important de former très tôt les enfants à des bons comportements alimentaires. Ils sont très réceptifs, on le sait. Et dans le cadre du PNNS, s'est battu beaucoup pour essayer d'intégrer plus la nutrition tout au long du cursus scolaire. On sort à d'énormes difficultés. Quand vous allez voir le ministre de l'Éducation, et j'en ai vu un certain nombre dans les 3 PNS que j'ai présidés, il vous dit, voilà, vous me parlez de la nutrition, mais juste avant vous, il y avait un monsieur qui venait me parler de la violence routière. Après vous, il y a des aspects sur les violences conjugales. Donc, tous ces aspects-là sont aussi importants. Donc, c'est très difficile. Ce qu'on essaye tout de même, c'est de pénétrer à l'intérieur du cursus scolaire au travers de différentes disciplines dans lesquelles la nutrition, l'alimentation et l'activité physique peuvent être intégrées. Mais on est loin d'y avoir réussi. On espérait également avec les temps périscolaires de pouvoir utiliser un peu ces temps-là pour former.
Et on espère, notamment, on se bat pour que le Nutri-Score, par exemple, soit intégré pour être appris aux enfants. On s'est rendu compte que les enfants comprenaient très facilement le Nutri-Score et pouvaient de façon ludique l'utiliser, mais on pense que c'est important. Oui, la question est très pertinente. Malheureusement, c'est extrêmement difficile à mettre en pratique pour des raisons logistiques, pour des raisons pratiques. Alors, j'ai une question sur les PAT, les projets alimentaires territoriaux qui sont adoptés aujourd'hui par les collectivités locales, dont l'objectif est de favoriser la production et la consommation locale d'aliments de qualité. Est-ce que vous avez des contacts ou est-ce que vous êtes sollicité sur les critères qui sont retenus dans ces projets? Alors non, je pense que maintenant, ça va l'être dans le cadre du futur PNNS. Il y a beaucoup d'échanges dans le cadre du PNS avec les acteurs locaux. On est conscient que c'est là que se jouent les choses. Le PNS, ça donne un cadre de référence, mais ce qui est important, c'est que ce soit les acteurs locaux qui s'approprient ce cadre pour le mettre en pratique. Donc, dans les programmes alimentaires territoriaux, on n'est pas certain toujours, mais plus on fait pénétrer l'importance de ces dimensions nutritionnelles, plus on peut espérer qu'en effet, dans ces programmes extrêmement importants, soit intégrée cette dimension nutritionnelle, pas uniquement une dimension uniquement économique ou locale. Donc, je n'ai pas d'exemple à vous donner de ce qui dans le passé, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'échanges entre ces acteurs, ces programmes locaux déconcentrés et le cadre de référence national qu'offre le PNNS. Alors, c'était une question de Anne-Marie Prinet qui a levé la main. Vous voulez préciser votre question, peut-être, non? Oui, bonsoir. Je posais cette question parce que j'habite dans un territoire rural en Anjou, dans les Mauges, et on a un PAT qui existe déjà depuis, c'est le 3e, mais avec un cahier des charges qui est peu exigeant. Et donc, on a monté un collectif citoyen déjà depuis, c'est la 5e année, et on organise un forum qui aurait déjà dû avoir lieu en mois de novembre, mais qui est reporté à cause du Covid. On organise un forum sur santé, alimentation et territoire. Parce que les enjeux du PAT qui sont majeurs, enfin, nous on est un territoire rural où il y a une production extrêmement variée en Maine-et-Loire, et ce qui est incroyable, c'est 92% sur les Pays de la Loire, à peu près 92% de la production est exportée, et les aliments qui sont distribués dans les grands magasins, il y a plus de 90% qui sont importés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jusqu'à présent, il n'y a pas eu du tout de logistique pour favoriser le produire et consommer local et des produits non transformés. Et nous, justement, on va travailler ce forum citoyen avec docteur Omar Brixi. Moi, je suis médecin aussi. Donc, on le fait venir, mais avec d'autres personnes qui travailleront davantage sur le côté environnemental, tous les additifs, mais aussi, nous, on est très, très confrontés aux pollutions diffuses avec les pesticides. Et je trouve que là, il y a vraiment un travail de fond à faire, parce que la loi Egalim qui exige, qui normalement, si elle est suivie, encourage, mais va exiger de passer avec 20% de bio très rapidement, et avec 50% de produits locaux. Moi, je trouve que là, il y a vraiment un gros travail à faire. Et nous, on a alors qu'on est en milieu rural, on a 140 personnes qui nous suivent. On a, si ça vous intéresse, on a fait une infolettre, puisqu'on a nos forums qu'on a l'habitude, on n'a pas pu les faire en présentiel. Voilà, donc on parle du Nutri-Score. On est 2 de notre collectif citoyen ce soir à participer, parce qu'on diffuse dans notre prochaine infolettre le Nutri-Score et toutes les bonnes pratiques qu'il y a dans notre région et ailleurs. Voilà. Bon, je voulais dire ça, mais je ne sais pas où vous en êtes. Ah oui, je partage tout à fait votre vision. D'ailleurs, si vous regardez les recommandations maintenant en vigueur à la fin du 3e PNNS qui sont véhiculées par Santé publique France, c'est des aspects concernant la nutrition, donc
les qualités nutritionnelles, dont le Nutri-Score, mais également des produits donc, issus à privilégier pour les aliments végétaux d'agriculture biologique, donc qui posent le problème des pesticides, plutôt favoriser les produits bruts et diminuer les produits ultra transformés, et des produits locaux, donc, et qui ont un impact environnemental plus faible. Donc, on rejoint dans les recommandations aujourd'hui de santé publique tout à fait toutes ces dimensions, et qu'aujourd'hui, on ne se contente pas simplement de parler de qualité nutritionnelle, mais également des autres aspects. C'est pour ça que le Nutri-Score, c'est un volet qui vient en complément des autres aspects d'une politique. C'est ce qu'on va diffuser au niveau de la population. C'est très bien, félicitations. Si on peut vous envoyer notre infolette, vous allez voir. Très volontiers, avec grand plaisir. D'accord, d'accord. J'ai une autre question sur la répartition des produits entre les différentes catégories A, B et C. Est-ce que vous avez une idée de cette répartition? Oui, ce qui se passe, c'est que quand le Nutri-Score a été mis en place, comme les entreprises ont 2 ans pour se mettre en conformité, pour le mettre sur tous leurs produits, à la fois parce que ça leur permet de changer leurs étiquettes, d'écouler leur stock, de reformuler. On voyait essentiellement des produits A et B au départ, parce qu'ils ont choisi plutôt de mettre en priorité sur leurs produits A et B. Aujourd'hui, on a à peu près une bonne distribution. Finalement, lorsque tous les produits des entreprises qui ont adhéré, on aura à peu près 20% de chaque, A, B, C, D, E, puisqu'il y a 5 catégories. Aujourd'hui, on a, je crois, dans les derniers chiffres, 14% qui sont classés E, à peu près 20% D, et puis globalement entre 20 et 25% des autres classes. Donc, on a déjà de plus en plus de produits qui recouvrent l'ensemble des catégories. Et quand tous les produits des entreprises qui ont adhéré seront étiquetés, on aura une répartition d'à peu près aux environs de 20% dans chaque classe de produits. Philippe, tu avais une question? Oui, je reviens sur ce lien qui a été fait, qui a justifié votre travail, ce lien entre nutrition et santé. Est-ce que les assurances pourraient être intéressées par ça et quelque part encourager la bonne nutrition pour réduire les frais médicaux et les charges qu'elles sont censées compenser quand il y a des accidents de la vie? Oui, tout à fait. Alors, le système mutualiste travaille dans ce sens. On a eu beaucoup d'échanges avec eux, mais on sait qu'en jouant sur la nutrition, on diminue à la fois les risques de maladie, les dépenses de santé directes et indirectes qui vont avec ces maladies. D'ailleurs, c'est un des arguments qui a amené aussi à convaincre les politiques qu'il est intéressant de mettre en place des politiques nutritionnelles de santé publique. Et en effet, des opérateurs comme les systèmes d'assurance devraient être intéressés, ils le sont de plus en plus. Alors, comment le traduire ensuite en termes pratiques? Beaucoup commencent à relayer les informations nutritionnelles. On a eu beaucoup d'échanges dans le cadre des précédents PNNS avec des secteurs de l'assurance pour au moins relayer les informations, mais également jouer sur tout ce qui peut impacter les connaissances et les comportements alimentaires des assurés. L'assurance maladie est aussi un partenaire de ces actions. En remontant le chat, alors c'est pas vraiment une question, c'est une observation, mais vous avez indiqué à un moment 500 entreprises adhérentes touchant 50% de la population. Il y avait des interrogations sur ce ratio. Non, c'est 500. Aujourd'hui, c'est 520 entreprises qui représentent 690 marques, qui représentent 50% du volume des ventes. D'accord. Et c'est le volume des ventes. Donc après, ça touche, je ne sais pas quelle population ça touche beaucoup de monde. Il suffit aujourd'hui d'aller dans un supermarché pour voir que le Nutri-Score commence à être de plus en plus présent dans les rayons. Mais c'est 50% du volume des ventes. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que François Tuffreau veut rajouter quelque chose? Et puis on donnera la conclusion à Philippe. Non, simplement indiquer que l'enregistrement de ce webinaire tout à fait passionnant sera disponible sur le site donc, du Conseil de développement dans quelques jours et également sur la chaîne YouTube donc, de Santé à voix haute. Donc voilà, vous pouvez le faire savoir. Eh bien voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou Philippe, est-ce que tu veux conclure? Je vais conclure. D'abord, je vais remercier vraiment sincèrement et chaleureusement M. Eckberg qui
qui a été très intéressant, qui nous a fait découvrir effectivement à la fois tout l'intérêt du Nutri-Score et toutes les questions autour de la nutrition en même temps. J'aurais juste une demande à formuler vers lui. Je souhaiterais qu'on évite de mettre des Nutri-Score sur les restaurants ou sur les plats préparés dans les restaurants, parce que finalement, quand même, ce qui est bon dans la nourriture, c'est le gras, le sucre et le sel, non? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vous avez raison, mais vous savez, ce qu'on dit avec le Nutri-Score, c'est que le Nutri-Score, il n'interdit rien, et qu'un produit mal classé, on peut le consommer simplement. On peut manger deux religieuses au chocolat si ça fait plaisir, même si c'est classé E, peut-être pas à chaque repas et tous les jours. On est bien d'accord. C'était une plaisanterie, bien sûr. Je vous remercie encore vraiment beaucoup